Messieurs, dames, permettez-moi de passer à la deuxième intervention de cette troisième journée des Journées du patrimoine et de l'environnement des GIDA 2024 organisées par la Fondation Shoaib Siddiqui Doumbouya. Nous avons le grand plaisir et l'honneur de recevoir Madame Blandine Morin en charge des fonds des protectorats et mandats au Centre des archives diplomatiques de Nantes, en France, dépendant du ministère des Affaires étrangères français. Sa présentation fort intéressante, puisqu'elle touche à nos archives, dans les archives des GIDA, à Nantes. Est intitulée « La présentation du fonds du territoire de Mazagan durant la période du protectorat 1912-1956 ». Merci pour votre présence, madame, de m'avoir fait le déplacement depuis Nantes jusqu'à GIDA. Nous nous sommes très reconnaissants et je vous donne la parole. Dites-moi. Qui permettrait de mener cette étude à partir des sources disponibles au Centre des archives diplomatiques de Nantes sur la période du protectorat, donc entre 1912 et 1956. Une région agricole des plus riches et des plus heureusement située au Maroc. La vie y est facile et le climat excellent, pourvu que ça dure. Bien que notre installation y soit toute récente encore, et en dépit de la médiocrité d'une année agricole exceptionnellement sèche, les populations se relèvent déjà des désastres accumulés de 30 années de si bas. Ce témoignage de vitalité fait bien augurer des résultats qu'on peut attendre de l'œuvre que nous avons entreprise dans ce pays, dont l'avenir est plein de promesses. Du point de vue, évidemment, de l'administration coloniale. Ça m'a l'air pertinent. Peut-être. C'est juste un petit exercice pour montrer comment fonctionnent les archives. Donc, là, il faut dézoomer. Donc, qui écrit à qui et à quel sujet? Alors ici, on a un bordereau notice, on a une demande du chef de la... Non, voilà, on a ici en haut le timbre de la circonscription des Doukala, annexe de Sidi Ali, puisque donc il y a Sidi Ali, c'est Sidi Ali d'Azemour, je pense. Hein, ouais. Ça s'appelait comme ça avant. Le contrôleur civil suppléant, chef de l'annexe de Sidi Ali, écrit au contrôleur civil, chef de la circonscription des Doukala à Mazagan. Donc lui, il est au-dessus. Et donc, il écrit en dessous, en réponse à votre lettre, j'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, une notice succincte sur la ville d'Azemour et l'annexe, autant pour moi, c'est une annexe de contrôle civil de Sidi Ali. Donc, notice suivante. Voilà. Et donc ici, on va avoir une description de cette... voilà, une notice succincte, mais enfin quand même assez étayée, sur l'annexe de Sidi Ali et de la ville d'Azemour. Alors on voit bien dans le préambule que le contrôleur civil, comment dire, prend contact et du coup, il commence par dire « au dire des indigènes du pays ». Parce qu'évidemment, ça ne vient pas de sa tête. Hein. Il a pris enseignement auprès de la population. Donc la région était située au cours du VIe siècle de l'Hégire, était infestée de brigands, particulièrement dans le voisinage du fleuve. Le sultan de l'époque aurait pour rétablir la sécurité installé dans le pays les Ch'toukas venus du Souss et les fractions des Shan-Mahara. Telle serait l'origine des Shanma Ch'toukas actuels. Donc c'est plein d'hypothèses sur l'origine des tribus, leur répartition sur le territoire, etc. Donc en dessous, on va voir effectivement cet aperçu historique. Ensuite, un exposé géographique, économique. Donc c'est vraiment assez nourri quand même, comme information. Je vous laisse lire pour ceux qui veulent. De la ville historique d'Azemour. Et là, on voit qu'il y a un petit passage quand même sur les ressources touristiques et produits naturels. On se soucie un petit peu déjà de l'exploitation touristique qui peut être faite de ces
ces villes qui ont un caractère ancien. Donc, par ses allures de vieille cité musulmane très fermée, par sa situation à titre de pèlerinage des plus réputés, par ses sites pittoresques le long de l'Oued et aux abords des vignes, par l'abondance de ses produits horticoles et de ceux si réputés de la pêche aux aloses, Azemmour, situé à l'embouchure d'un grand fleuve, constitue un centre d'attraction touristique qui retient l'attention des nombreux voyageurs qui se rendent de Casablanca à Mazagan. Malheureusement, les établissements d'hôtellerie confortables font défaut. Donc on est déjà dans l'analyse d'une espèce d'exploitation touristique qui se ferait de ces villes. Donc, je vais passer aussi un peu vite. Là, bon, j'ai souligné juste le fait qu'on parle aussi de l'industrie indigène, et là, pour le coup, des tissus, voilà. L'industrie indigène la plus florissante est celle du tissage de laine pour confection, soit de ce tissu pour burnous et couvertures, soit de tissus très légers pour haïques et voiles. Donc, il y a toute une analyse voilà, de l'économie locale à l'instant T. Alors ici, on est en février 1915, et c'est assez amusant, c'est une documentation intéressante, le bloc doukalien. Alors pourquoi ils appellent ça le bloc doukalien? Je me suis un petit peu demandé. Et en fait, la démonstration est qu'on veut souligner l'entité des doukalas comme démontrant que le doukala est une entité devant bénéficier d'une autonomie marquée. C'est un peu le travail des contrôleurs civils d'essayer de favoriser un peu le territoire qu'ils administrent quelque part vis-à-vis de la résidence générale. Et donc l'autonomie des doukalas, c'est ce qu'ils appellent le bloc doukalien. Alors, diapo suivante. Voilà. Alors, oups, mon petit micro. Voilà, alors, juste plus bas, un petit peu plus bas. Après, les raisons d'ordre économique, politique et administratif qui militent en faveur du bloc doukalien. Donc, en raison des considérations qui précèdent, il est indiscutable que les doukalas sont dotés d'une vie économique particulière. Ils se suffisent à eux-mêmes et qu'ils constituent dès lors une individualité propre. C'est toujours l'idée de l'autonomie du territoire. Au point de vue politique, il serait juste d'écouter sous un même commandement des spéciaux qui ne peuvent avoir aucune analogie avec les besoins des autres régions qui sont en relation étroite. Alors bon, là je vais passer assez vite, mais donc il y a eu un personnage important à l'époque du protectorat, qui était donc le conseiller du gouvernement chérifien, le lieutenant-colonel de Castries. Donc de Castries, il était en charge donc de définir les sources historiques du Maroc, depuis les Portugais et même avant. Donc, ce colonel, il procède par mission. Donc, il va sillonner comme ça le territoire marocain en plusieurs missions, dont celle-ci, mission de Castries 1921, qui va passer par le territoire des doukalas. Et là, dans une des conclusions de son rapport, il dit « Il faut faire classer comme monument historique pour les préserver de la destruction les maisons, hein, là on n'est pas dans la citadelle portugaise, on est les maisons et même les pans de murailles qui, sans être des monuments, seraient signalés comme intéressant l'histoire du Maroc. » Donc c'est une vision assez large de la protection, et on est en 1921, c'est quand même assez tôt. Ensuite, donc il va faire une autre mission en 1926. Alors, le but de celle-ci, voilà, et de faire l'exploration de plusieurs points des doukalas, et il est demandé de rassembler, au contrôleur civil de rassembler toute la documentation existante sur la tribu des excusez-moi la prononciation, hein, Mouchetaraya. Voilà. Écoutez oui. Voilà.
qui occupait autrefois la ville en ruine de Medinet El Garbia. Tout à fait. Voilà. Exactement. Donc il s'intéresse à tout ça, donc même chose, donc il demande à ce que tous ces contrôleurs civils aillent enquêter auprès des personnalités locales pour avoir, voilà, pour attester un peu ce dont il a l'idée. Donc toutes ces informations sont orales sont transmises donc par écrit dans ces rapports. Donc ça c'est intéressant parce que vrai ou pas vrai, il reste pas moins que ce sont des témoignages que donnaient les gens de l'époque, etc. et qui n'existent pas ailleurs que dans ces documents-là. Affaire suivante. Voilà. Donc ici c'était juste pour montrer encore un rapport présenté par le colonel de Castries sur El Garbia, et là donc sa mission va de Tlemcen à Safi et il s'arrête à Mazagan, et le secrétaire général du protectorat transmet en retour le rapport à l'échelon le plus bas, qui est donc le contrôleur civil du territoire des Doukala. Ça, c'est juste pour vous montrer que certains de ces rapports ont aussi des petits croquis comme ça. Donc là, c'est sa fille en l'occurrence. Mais voilà, donc il était assez... cet officier-là était quand même, avait fait des études assez poussées, et donc il avait même fait l'école des chartes. Voilà. Alors là, ça c'était pour vous montrer ce qui peut rester. Alors on voit pas très bien, c'est tout en haut, mais d'un questionnaire de 1921 rempli par l'administrateur chef des services municipaux. Donc, il existe ces fameux services municipaux qui ont en charge l'administration de la ville. Et ici, on a donc un rapport qui est adressé à la résidence générale, donc qui normalement doit exister aussi sur le bureau de celui qui l'a élaboré, chef des services municipaux, et qui détaille un certain nombre de choses. Donc là, on va avoir la liste des compagnies de navigation. Il y en a pas moins que 10, à peu près, une dizaine. La liste des compagnies de navigation, la liste des banques et sociétés, la liste des maisons d'importation et d'exportation, on peut montrer juste plus bas. Et qui sont classés par nationalité. Donc là, on voit bien que sur le territoire, on a des Français, des Anglais, des Espagnols, des Italiens. Je pense que ce qui est rayé, c'est algérien, mais je ne suis pas sûre. Et ensuite, des Israélites. Ouais. Donc, c'est indigène plutôt. Ce qui est rayé, c'est indigène. Hajj al-Arabi al-Hilali. Par-dessus, je ne sais pas. Par-dessus. Musulmans. Ils ont mis musulmans. Ah oui, d'accord. Vous voyez mieux que moi. Il y a Barqlil et Hajj al-Arabi al-Hilali. Voilà. Donc là, on est en 1921. Donc, ouais. Et donc, on va avoir comme ça un certain nombre d'informations qui vont apparaître. Donc, la diapo suivante. Et ça va même jusqu'au prix de la main-d'œuvre, des matériaux de construction, des terrains, la liste des écoles et de leur clientèle scolaire. J'aime bien le mot clientèle. On voit qu'il y a donc plusieurs religions et du coup plusieurs possibilités d'enseignement. En dessous, le prix du terrain. Oui, on voit le prix du terrain urbain. Oui. Donc de 15 à 80 francs de l'époque, hein. Le mètre carré, je suppose. Le mètre carré, voilà. Alors là, ils disent, voilà, il y en a même le prix des locations, hein, voilà, cuisine non comprise. Voilà. Et la population en dessous, donc des Français en petite majorité, Espagnols, Italiens, Anglo-Maltais, quelques-uns, des divers, je ne sais pas ce que c'est des divers. Et ensuite, on a les deux catégories dites marocaines, donc les musulmans et israélites. Donc, voilà. Ensuite, la liste des écoles. Bon, et donc, il y avait déjà des écoles de filles, écoles payantes de filles, école française de filles, je ne sais pas quelle est la nuance, enfin, si ce n'est que l'une est payante. C'est public, oui, voilà. École franco-israélite, etc. De l'Alliance israélite, qui était assez implantée ici aussi. L'école de sœurs franciscaines, donc des catholiques, je suppose.
franco-arabe aussi, avec cours d'apprentissage, franco-israélite, donc une grande diversité. Et donc ça, c'est de 1921. Alors, là, on voit bon, les projets d'aménagement du territoire, on dirait aujourd'hui, avec un projet d'eau potable, projet d'éclairage électrique. Voilà, on se soucie de l'amélioration un petit peu du pays. Ouais. Voilà. Alors là, on fait un petit bond dans le temps pour arriver en 1941. Tous les documents que je vous montre là, c'est de mon choix, donc ça peut être assez subjectif. Donc dans les archives dites des régions, on trouve aussi, et surtout même, des informations à caractère politique. Donc là, on voit qu'en 1941, donc c'est le début de la Seconde Guerre mondiale, et les autorités sont toujours préoccupées par l'état d'esprit des populations marocaines en l'occurrence, et leur loyalisme, donc loyalisme à l'égard de Vichy. Donc ces bulletins de renseignement, vous voyez, alors c'est confidentiel à l'époque, ça ne l'est plus bien sûr depuis belle lurette. Ces bulletins de renseignement, il y en a des quantités industrielles, je pourrais dire, parce que on fait marcher le renseignement à fond. Donc le bulletin de renseignement, là, on a juste la page que je vous présente là, c'est juste la période du 1er au 20 août. J'ai fait un saut là, j'étais passé sur le renseignement en 41. Bon, c'est pas grave, on est en 48. Vous voulez que je retourne ? Oui, peut-être quand même. Non, pardon. Après ? Non, entre les deux, il n'y a rien. Avant, vous voulez dire ? Après celle-ci, c'est ça ? Voilà. Ça. Donc, le bulletin de renseignement de 1941. Voilà, donc on voit déjà qu'on a une préoccupation sur ce que pensent les nationalistes. Milieux nationalistes, vous voyez en bas. Les milieux nationalistes ne montrent aucune activité particulière. Donc c'est vraiment du renseignement au jour le jour. Hein. On rend compte de l'activité, ne montre aucune activité particulière. Les principaux éléments du parti de l'Istiklal ont rendu visite le matin du 6 août au leader local qui s'appelle donc Kassim Laraki. Kassim Laraki. Il y a sa photo juste là derrière. Pour lui présenter leurs vœux à l'occasion de l'Aïd Sédir. La famille Sefer se trouvait tout entière présente à cette réunion. Donc on voit bien qu'il y a des gens qui s'infiltrent là dans les réunions pour rendre compte à la résidence générale. Ça devient plus intéressant là. Et des noms. Voilà. Oui, alors ça, des noms, il y en a un paquet. Un paquet. Donc voilà. Et donc le leader nationaliste Yazidi était de passage à Mazagan le 11 août. Il aurait été l'hôte de Mohamed Sefer, qui fut condamné l'an dernier pour lecture à la mosquée d'un tract subversif. Subversif, c'est pour la résidence générale. Voilà. Et donc, c'est signé par le contrôleur civil chef du territoire. Donc, il fait son petit... on parle même du cinéma d'Azemmour qui projette, je ne sais pas... Donc on surveille vraiment l'état d'esprit, comme ils appelaient ça, l'état d'esprit des populations, les milieux nationalistes, etc. Donc on va sauter en 1948, 26, 27, 28. Donc un autre bulletin de renseignement, hein, comme je vous dis, il y en a quand même des quantités. Et alors là, on peut zoomer un petit peu. Il est question, alors, de distribution de tissus. Qui a eu lieu à la Mahakma, et cette distribution de tissus s'est faite au profit des élèves des écoles coraniques, et le commentaire du contrôleur civil, ce qui a eu le meilleur effet du point de vue politique. C'est toujours la récupération de chaque geste est faite intentionnellement pour servir évidemment les intérêts de la résidence générale. Ici, donc, bon, là, c'est la même chose un peu. La situation politique générale est bonne. On parle encore des opposants, on va dire, des nationalistes ici. Voilà. L'école. Il y aura des questions ? Oui.
D'accord. D'accord. Oui, Ah mon oui. père. Mon père aussi, ouais. Ouais. Alors, donc là, il est question des petites tensions. C'est ainsi que le directeur de l'école nationaliste et l'un des principaux leaders, à la suite d'une mésentente avec le parti, aurait décidé de quitter son poste de directeur pour aller se fixer à Rabat prochainement. Hassan Zheri, je crois. Hassan Zheri. Bon, bref, voilà. Donc on parle des effectifs des écoles, le fait que l'effectif de cette école serait tombé de 480 à 341 en 6 mois. Ah. Voilà. Et donc après, il est question de la distribution des tissus. Okay. Alors, suivant. Alors là, on est en 1900... Non, j'ai fait trop vite. 54 ans. 54, voilà. Alors 1954, ce sera le dernier document que je vais vous présenter de cette nature. Alors là, c'est donc le sultan du Maroc est exilé. Mohamed V est exilé à Madagascar. À Madagascar, merci. Et donc évidemment, voilà, il est bien regretté. Et donc il y a des gestes qui consistent pour les opposants à manifester leur opposition avec la fermeture des boutiques. Donc là, il est question d'une petite enquête, toujours sur la fermeture des boutiques, un vrai sujet. J'ai l'honneur de vous faire tenir des instructions au sujet de l'ouverture des magasins tenus par des Marocains. Bon, alors bon, je ne vais pas tout lire, mais voilà, donc on essaie de justifier un petit peu, enfin de justifier, d'expliquer les raisons de cette fermeture, mais sans trop le dire quand même, quoi. Et donc ensuite, on voit que c'est une instruction quand même qui dit qu'il va falloir, comment dire, intervenir, quoi, pour obliger l'ouverture de cette chose-là. Et je vous demande qu'il soit fait preuve de la plus grande sévérité à l'égard des propagandistes ou des émissaires transmettant les mots d'ordre de fermeture ou collectant des fonds dans les magasins. C'était un des moyens de manifester le désaccord. Donc voilà. Et là, donc, c'est effectivement l'instruction a donné lieu à la stalle numéro 3 du marché de la place Si Alal El Kasmi est exploité par le nommé Mohamed Ben Ahmed Ben Abdallah, marocain, né vers 1930 au Douar Samna, fraction Walidia, tribu. Voilà, donc voilà, tout son état civil. L'intéressé a bien fermé son commerce le vendredi 29 octobre 1954 dans la matinée, mais par contre, il a travaillé le vendredi après-midi, donc ça fait quand même l'objet d'une note. Hein, à partir de 15 h, l'intéressé déclare qu'il a fermé parce qu'il a été obligé de ravitailler son magasin. Mais on le prend pas. Voilà. Et on souligne quand même, avec mansuétude, que le Mohamed Ben Ahmed Ben Abdallah n'a jamais d'autre part retenu particulièrement l'attention de cette police mobile. C'est une enquête de police. Donc c'est signé par le commissaire de police. Bon voilà, c'est truffé de ce genre de documents. Alors là, on va passer à autre chose, qui sont donc les fonds photographiques conservés au Centre des archives diplomatiques de Nantes. Donc il y a deux grandes catégories, entre 1912 et 1940 et après 1940. Donc composées d'un certain nombre ça nous des séries, donc voilà. Donc au début, la résidence générale fait appel à des photographes qui sont vraiment des photographes des différentes directions. Donc on aura par exemple la direction de l'urbanisme va avoir son photographe. Il va photographier ce qu'elle veut selon les projets de la direction de l'urbanisme. Donc ça va donner lieu à des séries, bon ça c'est une parenthèse archivistique, des séries qu'on a nommées A et K. Donc dans cette catégorie-là, 1912-1940. On zoom, d'accord, pardon. Elles sont belles, quand même. Oui. Voilà, donc on voit quand même avec assez de détails. Donc ça, c'est à Zemmour, une place à Zemmour.
Donc les photographes ne sont pas identifiés, ce sont des photographes qui travaillent pour la résidence générale, mais on n'a pas leur nom. On ne sait pas qui sont aujourd'hui, qui étaient ces photographes. Donc on voit, voilà, on photographie des lieux et la population qui y vit. Ensuite, de nouveau à Zemmour, à une certaine époque, avec donc le fleuve et puis voilà, toute l'animation autour du fleuve. Ensuite, je vais regarder un petit peu sur eux, voilà à quoi ça ressemblait. Je ne sais pas si du point de vue écologique ça a beaucoup bougé, mais voilà. Et là, on arrive sur donc des vues aériennes de cette série, d'une série de plaques de verre qui probablement a été produite par le service de l'urbanisme. Et donc, alors j'ai pas la date exacte de la prise de vue. Ça pourrait sans doute par des personnes qui connaissent bien la ville être identifiées par rapport à des constructions qui ont été faites depuis ou au contraire qui ont été enlevées. Voilà, donc on a un aperçu de donc la ville ancienne, la ville La Médina et puis les quartiers qui se sont construits autour. Voilà. Ici on a un petit, non, la vue suivante. On a une vue plus rapprochée du bastion Saint-Antoine. Je pense que vous allez demain, hier. Oui, exactement. C'est ça. Donc voilà, le quartier bastion Saint-Antoine, avec encore des espaces disponibles pour les constructions. Et on voit un urbanisme assez homogène quand même. C'est assez. Tout à fait, exactement. C'est esthétique. Ouais, c'est esthétique. Donc voici. Ensuite, photo suivante. Bon, la fameuse série AEK, et donc ça c'est pour vous montrer comment on conserve les photographies dans des cartonnages adaptés, parce que les photographies c'est très fragile, c'est encore plus fragile que les archives. Alors dans ces séries AEK, vous voyez le petit tampon là, bien apposé sur la photo, malheureusement, c'est marqué cliché de la résidence générale du Maroc. Donc on va avoir aussi un état de certains monuments. Ici c'est l'église de l'Assomption, dans un état voilà, de cette époque-là. Il n'a pas trop changé. Il n'a peut-être pas trop changé. Voilà. C'est le théâtre. Ensuite, la salle des fêtes municipales. Ensuite, voilà, toujours la salle des fêtes municipales. Alors, la différence entre la première photo de la salle des fêtes municipales et la seconde photo, c'est que la seconde photo, elle provient d'un fonds d'archives qui n'est pas à Nantes, qui est à la Courneuve, et qui est le fonds du général Gouraud, voilà, qui était là au début de la conquête coloniale. Et le général Gouraud, il est parti avec ses archives. Ah. Voilà. Et donc, les descendants de Gouraud les ont déposés aux archives, on en fait don aux archives diplomatiques. Donc, on récupère de ce fait des photographies que le susdit Gouraud avait mis de côté, et elles complètent les fonds qui sont les fonds de l'administration véritables qui sont à Nantes. Donc, mais ce sont des fonds différents. Voilà. Donc, c'est quelqu'un d'important parce que je crois bien que l'ancien nom de N'Djamena, la capitale du Tchad, c'était Fort Gouraud. Oui. C'est le même. Quelqu'un d'important pour qu'on Ouais. C'est celui qui est entré en premier à Marrakech, je crois. Oui, il a eu une carrière assez exceptionnelle. Et donc, il était en AOF et donc après la Première Guerre mondiale, il a eu le bras sectionné. Il a fini haut commissaire en Syrie-Liban. Ah oui, tout à fait. Oui, et aux archives, on a des photos de cet endroit aussi. Il y a des cèdres, beaucoup de cèdres. Ouais. Et on le voit là. Ils avaient fait, comme il était catholique, ils avaient fait, enfin, même très pratiquant, je suppose, ils avaient fait un petit. Enfin, ils pouvaient, alors qu'ils sont en conquête militaire,
tout s'arrête pour faire une petite messe. Alors, le curé arrive, et sa chasuble, fait le petit hôtel au milieu de la forêt. C'est assez marrant. Il y a quelques photos de ça. Donc, ensuite, voilà. Toujours Pichet résidence. Voilà. Ça, c'est la citerne. Ça, c'est la cité, pardon. Voilà. Voilà, les fortifications. Ensuite, une mosquée. Enfin, c'est dit mosquée, je ne sais pas si c'est vraiment une mosquée. Si, c'est la mosquée. Si, c'est la mosquée. Bon. La mosquée du Madère. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est la mosquée. Voilà. Ensuite, les remparts. Un bastion, je ne sais pas. Le nouveau, alors je ne sais pas lequel non plus. Saint-Antoine, je crois, c'est ce bastion. Saint-Antoine, c'est ça, Saint-Antoine. Voilà. Ensuite, de nouveau, les remparts, vus d'un autre point de vue. Voilà. Et suivante. Donc, la deuxième partie des fonds photographiques, c'est donc des fonds de 1940 à 1900, il y a une erreur, pas 1980, 1960, là, pour le coup. Donc, on a ce qu'on appelle la sélection de la résidence générale. Donc, une sélection parmi l'ensemble des photos. Ensuite, une collection d'un photographe qui va beaucoup photographier le Maroc, c'est Jacques Belin. Et ensuite, des cartes postales, comme on peut en trouver un peu partout, puisque pour le coup, les cartes postales, c'est pas unique, c'est dupliqué. Donc, dans la sélection de la résidence générale, voilà. Ici, on a un aperçu d'un ensemble donc commandé à plusieurs photographes différents. Alors, on pourra trouver là-dedans des photographies de Jacques Belin, mais aussi des studios du Souissi à Rabat. Donc, la résidence générale, à ce moment-là, change sa façon de faire. Elle n'a plus des photographes attitrés, elle fait des commandes à certains photographes. Donc, ça va enrichir le fond quand même, donc avec une diversité. Et là, pour le coup, on a souvent le nom des photographes. Donc, on peut passer pour voir plusieurs vues de cette sélection. Donc, des ruelles, des rues de la citadelle. Là c'est le consulat britannique, je crois. D'accord. Voilà. Ensuite, encore une vue, voilà, des vues de... Et alors, voilà, vous voyez, entre celle-là et la précédente, c'est le même point de vue, avec le canon en plus ou en moins. Non, d'accord. Des choix esthétiques. Ensuite, la fameuse citerne portugaise. Tout à fait. Voilà, donc la citerne portugaise qu'on ne peut plus voir aujourd'hui, mais qui était... voilà. Alors ça, c'est vraiment des photos du patrimoine. Il nous faut un passe-droit pour la visiter. Je vais venir pour vous. Alors ici l'hôtel Marabat, ici on fait un petit saut dans le temps avec ce superbe hôtel Marabat, on l'a vu hier. Qui est l'œuvre d'un architecte qui s'appelle Émile Duhon, qui a travaillé beaucoup avec l'agence Prost, qui est assez connue au Maroc. Et donc l'édifice en question date de 1953. Tout à fait. Et là, il est vraiment très très beau, vous pouvez l'admirer. Et il construira d'autres hôtels de la même chaîne à Casablanca et à Safi. Et alors c'est amusant parce qu'il y a plusieurs photos que j'ai vues sur Internet, parce que bon, les photos, par définition... Oui, aussi. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Safi, c'est peut-être Agadir, en effet. Oui. Mais celui-là, je trouve que c'est vraiment le plus réussi de l'ensemble. Oui, oui, oui. Il n'y a pas photo, c'est le cas de dire. C'est un art déco tardif, style oui, paquebot. Style paquebot, c'est ça. Tout à fait. Et vous voyez la petite dame qui est devant, là, qu'on dirait qu'il pose ses jambettes, là. Eh bien, il y a plusieurs photos sur Internet. C'est facile de trouver des photos sur Internet. J'ai noté. Et on voit plusieurs photos de cet hôtel. Et la fille y est toujours. Je ne sais pas. Alors, elle n'est pas toujours dans la même position, mais alors soit elle est au niveau du sol, soit là, c'est peut-être la mascotte, ouais, je ne sais pas. D'Émile Duhon, je ne sais pas, ou du propriétaire de l'hôtel. S'amuse. Voilà, mais vous voyez comme c'était très joli quand même. Oui, tout très à beau, fait. Très, voilà. Ouais. C'est une autre époque. Là, ça doit être Moulay Abdellah, je pense. Alors ça, c'était pour... non, je sais pas. Moulay Abdellah. Voilà. Certainement. C'est un peu blanc, c'est trop blanc, mais ça doit être Moulay Abdellah.
Voilà. Et donc ça, voilà, c'est une photo qui a été faite à l'occasion d'un Moussem. Ouais, tout à fait. Et avec donc une cavalcade, une fantasia. Voilà. Fantasia. Alors ensuite, mon préféré, c'est la collection Jacques Belin. Donc un grand photographe, si on peut dire, qui est voilà, un grand photographe pour le Maroc en tout cas. Donc il est né en 1910, il est mort en 1974. Il a produit, donc c'était un photographe professionnel qui s'est engagé militairement en 40 et donc qui a été photographe des armées. Donc service cinématographique des armées, l'a envoyé au Maroc. Et après, il y est resté. Et donc, il est devenu le photographe quasi officiel de la résidence générale. On dit quasi officiel, c'est pas tout à fait ça. Il a aussi travaillé pour l'Office de tourisme marocain, qui est apparu à ce moment-là. Donc, à partir de 1940. Et là, c'est quand même un fonds extraordinaire. Il fait don à l'ambassade de France d'environ 80 000 clichés, c'est énorme. Composé de planches contact, donc ça, ce qu'on voit là, ce sont des planches contact, et de tous les négatifs qu'il aura produits entre 1940 et 1960 au Maroc, puisqu'il est resté au Maroc après l'indépendance. Mais la clientèle se faisant plus rare, forcément, il était le photographe quasi officiel de la résidence générale, mais il a essayé de se mettre au service du Maroc, mais peut-être pas suffi. Et du coup, après, il est rentré en France, il a demandé une subvention à l'ambassade pour pouvoir se réinstaller en France. Malheureusement, il n'aura pas eu grande carrière ensuite en France. Il a travaillé un peu pour Paris Match, mais pas beaucoup. Donc, il fait don à l'ambassade de France. Donc, par conséquent, la France est propriétaire de ce fonds d'archives, sur lesquels elle a tous les droits. Voilà. Donc, puisque nous avons et les planches contact et les négatifs. Alors, c'est pas rare, hein. C'est-à-dire, vous pouvez aussi trouver sur Internet des photos de Jacques Belin, puisque le principe de la photographie, c'est que ça peut être dupliqué. Donc, il peut en exister ailleurs. Mais la source, c'est vraiment ici. Et ce qui est intéressant ici, vous voyez dans les planches, là, j'ai mis un exemple de planche. Alors, il faut remonter en haut. Voilà. Vous voyez la légende à droite. Toutes les planches sont légendées. Alors, on a le nom des personnages, les dates de prise de vue. Donc là, il est question de la visite. Bon, ça, c'est moins drôle, c'est la période visite du général Noguès, donc revue et défilé des troupes. Avec donc Monsieur Girard, qui était donc un collaborateur du régime de Vichy, chef de la section de la Légion française des combattants de Mazagan. Et ensuite, il y a une réception à la salle des fêtes. Un peu plus bas, la salle des fêtes de Mazagan, là. Et puis à gauche, alors lui, curieusement, celui, il n'est pas vraiment identifié. Mais ça doit être un personnage important à Mazagan, à gauche, là. Non, ça me dit rien. Non, bon, c'est pas machin. Ouais. Et ensuite, donc, il va continuer son périple, le résident général, donc suivi du photographe Jacques Belin. Il va aller à Casbah Oualidia le 12 juin 42. Alors voilà, il fait des petites vues qui sont pas officielles, on va dire, dans le sens où voilà, il n'est pas en train de photographier le résident général et tous les caïds du coin. Il fait des petites photographies de cigognes et de choses comme ça. Excusez-moi, il est écrit reçu par le Pacha, c'est le Hajj Tahar al-Mqri. Il n'y a jamais eu de Jida. Je pense que c'est le Pacha d'Azmoul, peut-être Mqri, mais il n'y a jamais eu de Mqri Pacha de Jida. Le Pacha al-Mqri, il n'a jamais eu de Mqri Pacha de Jida. Reçu par monsieur le Pacha, c'est le Hajj Tahar al-Mqri. Il y avait Sadr al-Adam qui était Mqri. Là, il est à Safi, là. Là, il est à Safi. Ah, il est à Safi. Ouais, Safi, 12 juin 42. Il est à Casbah Oualidia le 12 juin. Cigogne dans son nid devant la mosquée. Ensuite, il va à Safi. Oui, c'est le Pacha de Safi. Le général Noguès en tournée d'inspection, reçu par le Pacha, machin. Mais ça, c'est le Pacha du bas. Mais le monsieur en haut, là, le portrait ici à gauche, là, j'ai l'impression que c'est encore un Mazagan. Mais... Ah, mais ça, je sais pas. Il n'est pas identifié en tout cas. Inconnu au bataillon. Bon. Alors, en tout cas, ce fonds était vraiment une source iconographique unique par sa qualité et son exhaustivité sur la période. Donc voilà, hop. Bon, ça c'est un détail de cette vue-là. Alors ici, de nouveau, là, on est après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Alors, tout en haut. Alors, c'est d'Ismaël. Tout en haut, il y a la légende. Voilà. Oui. Donc, c'est l'arrivée du général Juin
et l'inauguration de la Chambre mixte de commerce et d'agriculture en mai 1951. Donc on voit, voilà, et donc je l'ai vu, le bâtiment, il existe encore. Je l'ai vu ce matin. Ah oui, tout à fait. Oui, la chambre de commerce, tout à fait. Oui, oui. Elle est là dans son état de l'époque. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et donc on voit la réception avec donc les officiels et puis voilà. Alors là, il y a des noms que je pense qu'il n'y a pas le Pacha Hamdoullah. Le califat du Pacha, c'est le califat du Pacha, Si Mohamed Kibari, en haut. On n'a jamais eu ça, Jaïla. Ah ben... sinon, ça doit être la région, mais pas. Par exemple, là, il y a le Caïd Ben Hamdoullah. Ah bon, il était là. Ou le Caïd Ben Hamdoullah. Hamdoullah. Là, ok, c'est écrit Hamdoullah. Et Hamdounia, c'était avant, ça c'est après, c'est vers la fin du protectorat. C'est 51, il n'y avait plus de Caïd Hamdounia, Ben Hamdounia, c'était fini. En 51 non. On passe à le... Non, parce que monsieur regarde. Ah, pardon. Donc voilà, réception officielle avec les personnages. Diapo suivante. Parce que là, on n'est plus à Mazagan. Alors là, ici, on est... Oui, mais je veux dire, le bas de la planche précédente, on passait déjà à un autre. Est-ce que donc sur les planches, on a tout le périple du résident général avec les différentes villes. Donc il peut y avoir plusieurs villes mélangées. Et après, sur chaque négatif, pour chaque planche, on a le négatif correspondant. Donc ici, c'est un des négatifs avec l'arrivée du général Juin, qui a l'air d'être bien de connivence avec la personnalité locale. Je ne sais pas qui c'est, mais ils ont l'air de se reconnaître. Hein. Il y a un échange de regards qui est assez... Je ne sais pas. Non, il n'y a pas le nom, malheureusement. Non. Il y a le général Juin, là, on le voit bien, mais celui-là, ouais. Mais il est peut-être quand même important, je pense. Et du coup, alors ensuite, là, on est dans une autre dimension. Donc, toujours le déplacement du général Juin. Donc, il sillonne le territoire et là, il va inaugurer la foire exposition à Mazagan. Donc, c'était juste un clin d'œil sur les pompes, puisqu'on était dans la thématique de l'environnement. Donc, il inaugure la foire exposition à Mazagan et on lui fait une petite présentation des pompes Guinard. Bon, il était là depuis longtemps, il était là déjà. Non, parce qu'il y a un agent immobilier français ici qui s'appelle Guinard. Ah, apparemment, il date de cette époque. il a fait souche. Il a fait souche. Ça change d'orientation. Il doit avoir quel âge, attends. Et là, on voit qu'il voilà. On lui a décoré même sa pompe là, pour vanter le matériel. Donc voilà. Ensuite, on aura je suis perdu, 60, 61, 62. La promotion du service de l'élevage pour l'établissement hippique régional, toujours en présence du général Juin. Ouais. J'ai vu que les chevaux, c'était une spécialité du coin. Non, suivante. Suivante, d'accord. Voilà. Donc on retrouve une planche avec la réception au Mellah et le thé chez son Excellence le Pacha Si Hamou Ben Abbès, avec Monsieur Boniface, chef de la région de Casablanca, et Monsieur Billon, chef du territoire. Tout à fait, oui. Voilà, donc on sillonne la ville, et etc. Et ensuite... Ben Abbès, il est là. Le Pacha Hamou, il est là. Et là. Voilà. Alors, on le voit bien. Ensuite, voilà. Alors, c'était un des détails de la planche précédente. Donc là, on voit le Pacha en question. Pacha, là, il est là. Là, qui est là. Voilà. Le général Juin. Voilà. Et le grand à côté avec la capuche, je pense que c'est le même personnage qui était tout à l'heure. Ah bon? Il est assez grand, un peu fin comme ça. Le grand qu'on voit sur la planche. Non, Bacha Hamou, c'est la barre blanche. Mais celui qui est grand, c'est pas le frère Hattab. Le grand. Oui, le grand, c'est le frère Hattab. Non, celui qui est grand.
Oui, le grand, c'est pas le frère Hattab. Le frère Hattab. Ah, au milieu. Ah, d'accord, bah, le grand, je ne sais pas qui c'est. Et nos fameuses cabines. Donc, photo suivante. Nos fameuses cabines. Voilà, un autre. Alors, oui. Qu'on a fermées. Voilà, nos fameuses cabines qu'on a fermées, qu'on a emmurées. Voilà. Donc ici, encore un témoignage d'un autre pan de l'activité professionnelle de Jacques Belin, qui est donc le tourisme. Donc il va travailler un peu pour l'Office du tourisme du Maroc. Donc l'Office du tourisme du Maroc, qui doit exister encore aujourd'hui, je suppose, a peut-être dans ses greniers ou dans ses caves encore des pépites. Hein. Des négatifs de Jacques Belin. Ce serait assez probable, disons, puisque c'était l'Office du tourisme commanditaire. Donc normalement, c'est lui qui récupère les vues. Donc voilà, l'Office du tourisme marocain, donc voilà, c'est la promotion de tourisme balnéaire, quoi, avec les fameuses cabines en question. Ensuite, le fameux... donc de nouveau les petites... Casino. Alors, une question qu'on s'est posée hier, c'est Mikéran. Une question qu'on s'est posée hier. On s'est posé une question hier par rapport au casino. Est-ce que c'était un casino ou c'est juste un nom? Est-ce qu'il y avait un casino dedans? Est-ce qu'il y avait des jeux d'argent? Non, voilà, c'est ce que je disais aussi hier. Je disais, il n'y avait pas de jeu d'argent, c'est juste un nom. Oui, oui, c'est juste le nom. En 53. Oui. Oui. S'installe, oui. Est-ce qu'il y avait des jeux? 53. Et pourquoi il y avait un lien entre la destruction? Pour la concurrence. C'est en concurrence, tout simplement. Ah oui, il faisait pas hôtel. Non, non, pas du tout. Alors. Donc ils l'ont détruit parce qu'il aurait fait concurrence. Tout à fait. D'accord. C'était même la condition sine qua non pour construire l'hôtel. Il fallait démolir le casino. On passe carte postale. Voilà, juste une vue touristique aussi prise par Jacques Belin. Ensuite, on... Boulevard Front de Mer. Je n'arrive pas à reconnaître le... J'arrive pas à reconnaître. Alors ça, j'arrive à reconnaître. J'arrive pas à reconnaître le... Boulevard Front de Mer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les remparts, c'est ça? Ah oui, oui, je vois très bien. En face de Me'ara. Oui, 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 tout à fait. Et où ils ont installé les premiers terrains de tennis. Le premier casino. Oui. Ah, d'accord. Ça s'appelait le casino de la plage. D'accord. En 1924, ils ont lancé le marché pour construire l'hôtel de banlieue. Oui, tout à fait, exactement. Tout à fait. Perception et trésor. En parallèle, de céder le casino. C'est pas avant, c'est pas un casino. De céder au propriétaire qui va diriger l'hôtel. Construire l'hôtel. Ah, d'accord. C'était le défaut propriétaire Du cinéma. qui va construire et gérer l'hôtel De Beaulieu. Il a pris le casino. Le casino. Il a transféré le casino à la plage. D'accord. En 1950, il y avait une convention entre la municipalité d'El Jadida et la société Paquet Navigation pour construire l'hôtel Marhaba. Marhaba. En échange de construire
Oui, le bord, bien sûr, c'est de gérer le casier, le transformer en restaurant public. oui, d'accord. En 50 euros, ils ont démonté. Le casino, carrément. Merci. Merci. C'est très intéressant. Oui, les archives orales, c'est bien aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait, exactement. Il faut les interviewer, ces gens-là. Il a fait une conférence hier. Hier, j'ai passé Désolé de ne pas avoir. Oui. C'est Ah bon, aussi, Jean-Georges Grelle, d'accord, parce qu'on a pas, parce que... il a écrit en en 1924. Le pilotis, L'extension de l'élévation en 1924. d'accord. Parce qu'hier, M. Daïf a fait une intervention sur Jean-Georges Grelle, c'est qui est un architecte, l'architecte de ce bâtiment aussi. Il y a l'image classée en France, c'est 1925, et le casino de après 1925. Alors là, nous Voilà. avons, c'est là où nous Voilà, sommes. un ensemble de On cartes tombe, ouais, postales, voilà. voilà, place du Là, contrôle c'est civil et de la tout à fait. douane, le contrôle civil de nouveau, Tout à fait. l'hôpital, L'hôpital, Mohamed V, l'ancien Mohamed V. Ça, c'est la Casbah de Boulaouane. la Casbah, la fameuse. Ah, on se retrouve, exact. Et puis, là, alors, ben, ça va pas marcher puisqu'il n'y a pas de liaison Internet, mais Ah. c'était pour vous montrer que, même si c'est intéressant de visiter Nantes, vous pouvez avoir accès au portail des archives diplomatiques, donc à un portail, un site Internet, avec ce lien là, archives diplomatiques, diplomatie.gouv.fr. Donc, on va avoir là, pas seulement des images, hein, vraiment tous les instruments de recherche sur l'histoire du Maroc en relation avec la France. Donc, les anciens consulats dont on parlait là, avant 1912, la légation de France à Tanger, tous les instruments de recherche qui permettent qui décrivent le contenu de ces archives. Et donc ça, c'est le document indispensable pour un chercheur qui ensuite veut venir découvrir le contenu des cartons. Il faut vraiment cet instrument de recherche au départ, c'est la clé d'accès aux archives. On ne peut pas ouvrir les cartons les uns derrière les autres. Il faut cet instrument de recherche, cet inventaire, si on veut, on appelle ça des inventaires. Donc sur ce portail, bon, il n'est pas encore super opérationnel, mais enfin, il fonctionne quand même un peu. Et donc voilà, on tape. J'aurais pu vous faire la démonstration, mais là, ça ne fonctionne pas. Mais donc c'est difficile d'en parler comme ça. Voilà, on tape un certain nombre de mots-clés, on va dire comme ça, et on peut accéder aux différents instruments de recherche selon les périodes. Donc, tout ce qui est communicable, et même ce qui n'est pas communicable à la salle de lecture. Puisque le principe du Code du patrimoine, c'est donc de donner accès au maximum au public des archives diplomatiques. Et donc, on peut consulter des archives qui sont très anciennes comme celle-ci, et beaucoup plus récentes, donc depuis l'indépendance du Maroc, pour étudier les relations de la France avec le Maroc, depuis 1956. Jusqu'à avant-hier, quoi, quasiment, puisque à chaque fois, on rapatrie depuis les ambassades les archives qui sont présentes dans les archives, dans les ambassades. Donc, pour les historiens qui s'intéressent vraiment à l'histoire contemporaine, c'est aussi une source importante. Et d'ailleurs, notre salle de lecture est fréquentée par des historiens du monde entier, mais aussi bien les Américains qui vont s'intéresser au Maroc que... Voilà. C'est vraiment... et c'est ouvert, quoi, et c'est ouvert et c'est disponible. Alors, quand les archives sont trop récentes, on va dire, ou qu'elles ont une connotation un peu plus de sécurité et défense, il faut d'autres autorisations. Mais néanmoins, voilà, on peut accéder, grâce à notre code du patrimoine qui l'autorise. Les archives de plus de 25 ans sont communicables immédiatement. Les archives qui concernent la vie privée des gens, c'est 50 ans. C'est-à-dire, si vous trouvez là-dedans un document qui fait état d'une condamnation de quelqu'un,
ou simplement de la vie privée, hein, simplement de la vie privée, et il y en a, eh bien, c'est 50 ans, voilà. Et ça, on ne peut pas passer à travers. Après, pour les historiens, il existe des dérogations. On peut déroger à la non-communicabilité des archives au sens du Code du patrimoine, mais il faut du coup justifier d'une étude historique, etc. Justifier d'un certain nombre de choses. Et sinon, c'est ouvert à tout public, hein, vraiment, à partir du moment où on sait lire le français, il n'y a pas de problème, quoi. Je veux dire, même des scolaires, on reçoit beaucoup de scolaires. Voilà, et donc les archives judiciaires, ben, c'est 75 ans, voilà, et secret défense, c'est 100 ans. Alors, secret défense, c'est une autre législation qui se superpose au Code du patrimoine, et donc chez nous, on appelle ça l'IJ 1300 parce que c'est au ministère de la Défense qui, évidemment, a les clés de tout ça. Mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, nous, les archivistes, on ramait beaucoup pour essayer de faire pression sur le ministère de la Défense pour lâcher un peu du lest. Et grâce à la communauté des historiens, on y est arrivé quand même. Beaucoup d'historiens se sont manifestés, on va dire, ont essayé de montrer à quel point le secret défense faisait obstacle à la recherche historique. Et donc, maintenant, bon, je vous donne pas le détail, mais voilà, mais disons que il y a une classification des archives selon le secret défense. Donc, il y a différents niveaux de classification, différents niveaux de secret, hein, c'est assez logique. Et pour une certaine catégorie d'archives, on dit confidentiel défense, secret défense, etc. Pour une certaine catégorie d'archives, notamment le confidentiel défense, on obtient que cette classification tombe au bout de 50 ans. Mais je vous assure, c'était pas gagné. Les militaires ne lâchent pas comme ça. Bien sûr. Donc, mais quand même, c'est déjà bien. Parce que sinon, ça voulait dire qu'il fallait estampiller nos... Enfin, c'est difficile à expliquer comme ça, mais dans une liasse d'archives, le confidentiel défense, il peut être au milieu d'un tas d'archives qui, elles, ne sont pas du tout classifiées. Donc, il faut trier tout ça. Et c'est d'une complexité sans nom. Donc, ça nous facilite la tâche à nous, les archivistes, de dire qu'au bout de 50 ans, la classification tombe. Donc, on peut très bien trouver, même sur Internet, hein, vous allez trouver les tampons confidentiels défense et tout ça. Mais la classification est tombée. Ça marche comme ça. Bon, les secrets défense, évidemment, voilà. Après, il y a d'autres niveaux selon les périodes, etc. Bon, je ne fais pas le détail, c'est pas très intéressant non plus. Mais bon, il y a quand même une ouverture quand même qui a été obtenue là sur ces histoires de 50 ans confidentiel défense. Eh bien, je crois que j'en ai terminé. Ah oui, si. Donc l'autre lien en dessous, c'est donc là pour le coup, c'est une base qui est sur France Diplomatie qu'on trouve déjà depuis longtemps. Sur qu'est-ce que je raconte oui, le site du ministère des Affaires étrangères, il s'appelle. Il s'appelle, oui, c'est ça, France Diplomatie. On appelle tout Diplomatie, la France super. Donc France Diplomatie, voilà. Donc le site où on va voilà, récupérer des informations sur tout un tas de choses. Il y a une petite base de données qui donne l'actualité. Donc vous allez voir la photo d'Emmanuel Macron en déplacement à Rabat il n'y a pas très longtemps, ou des choses comme ça. L'actualité. Et on a aussi des images d'archives. Et donc dans ces images d'archives, on va trouver certains que je vous ai montrés là, sur des périodes plus anciennes, comme la sélection de la résidence générale, où on voyait les vues d'avion et tout ça. Et ça, on peut les retrouver là. Donc ça, c'est le principe d'une base de données. Donc c'est pas du tout le même accès que les instruments de recherche pour aller dans les archives. Là, c'est juste des vues de différentes photographies. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Merci beaucoup, Madame Morin. C'était fort intéressant. Non seulement c'était intéressant, mais c'était très agréable. Quoi mieux que les archives pour toucher à son histoire? Il n'y a pas mieux. On a retrouvé des noms de famille que nous connaissons tous, des photos. On a pu discuter et échanger avec le public parce que chacun reconnaissait un personnage ou un nom. Et ça donne envie d'aller à Nantes et de se rendre souvent. Vous êtes les bienvenus. Merci. J'ai failli venir l'année prochaine. Bon, je n'ai que partie remise. Et ça nous donne encore. Vous savez, notre fondation, on œuvre aussi pour que ça n'existe pas encore au Maroc, mais pour qu'on ait des archives locales au Maroc, municipales,
Et j'espère qu'on les aura très prochainement pour préserver notre histoire. Les archives sont essentielles, c'est la première source pour l'écriture de l'histoire. J'espère qu'on sera entendu et qu'on commencera à réfléchir. Vous savez, même les archives nationales, c'est tout récent au Maroc, mais j'espère qu'on commencera à réfléchir à constituer des archives locales. Et notre fondation, d'ailleurs, essaie de récupérer un maximum d'archives, de les stocker dans ces locaux. Merci, un très grand merci. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour élaborer encore plus, et discuter de nos archives JD à Nantes. Alors je vous donne rendez-vous d'ici 1 heure avec Maître Omar Benjeloun. Entre-temps, je vous invite tous au déjeuner, là-haut, au premier étage,